Un grand bonsoir, un grand merci d'être venus si nombreux en cette soirée de football international, France-Canada, France-Québec. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux malgré cet intense moment sportif qui va couronner notre début en Coupe d'Europe. Pour recevoir Pierre Thibault, architecte québécois. Tabernacle, silence. Merci. C'est vraiment un grand plaisir. D'abord, vous êtes nombreux, mais il y a aussi pas mal de gens dans l'assistance qui ont collaboré, travaillé ou qui connaissent le travail de Pierre, aussi bien au titre d'architecte que d'enseignant. Donc merci, c'est un grand plaisir de te recevoir. Nous, on se connaît depuis 25 ans, mais on se voit une fois tous les 10 ans. Non, j'exagère, un peu plus, mais à peine. On s'est connus dans un concours qu'on a fait ensemble sur Québec, à l'époque avec Villaret, quand même, qui a été longtemps... qui a dirigé l'académie Berlage, non Berlage, etc. Et puis voilà, nos destins évidemment se sont séparés. Et à chaque fois que je te revois, je suis émerveillé par ton travail, qui est toujours aussi somptueux et qui gagne pas juste en maturité, mais juste en beauté, ta démarche, tes clients. Tu vas nous montrer des projets très divers, parce que tu as une activité très diversifiée, à la fois dans le domaine privé, dans le domaine public. Pierre est aussi enseignant à Laval, mais il a été dans les années 2000 pas mal de temps professeur au MIT, à Boston, au Massachusetts Institute of Technology, qui est absolument prestigieux. Et aujourd'hui à Québec, où tu continues ce travail. Ton bureau donc intervient dans le privé, dans le public, à des échelles très diverses, mais toujours avec ce ressenti, cette volonté du matériau, du dessin. Tu es inspiré, tu dessines merveilleusement bien, plusieurs ouvrages, mais évidemment, son bureau n'est pas juste un bureau, c'est une ruche, donc c'est une salle d'exposition, et une salle où tu organises des conférences, des rencontres et des débats entre architectes, chose qui est quand même un luxe, que rares sont les collègues à pouvoir se le permettre. Toi, tu le fais. Et ça débouche aussi sur d'autres dimensions dans ton travail, puisque j'ai appris que la semaine prochaine, sur Télé-Canada, qui est le TF1 canadien, démarre une série de 8 émissions que tu as construites avec de jeunes producteurs canadiens sur l'architecture contemporaine. Mais tu collabores aussi avec des grands cinéastes palmé, on va dire, pour un film à venir dont tes villas seront le décor. Donc là, c'est des choses je pense, ça fera l'objet d'une nouvelle invitation. On pourra regarder ce film, Le déclin de l'Empire américain. Vous en connaissez l'auteur, Denis Arcand, Denis Arcand. Arcand, pardon, je me fourche toujours, qui s'inspire à la fois de tes maisons, de tes espaces, pour faire en plus une histoire magnifique à mon sens d'un architecte. Alors j'espère, si ça pouvait être comme Le Rebelle avec King Vidor, je te le souhaite, avec une si belle fin, ce serait formidable, mais enfin tu le mérites. Et voilà, ta démarche est... ah oui, alors il y a une dimension aussi que nous allons découvrir, pour ceux qui la connaissent pas, mais qui est tout à fait remarquable, c'est évidemment, et qui est en lien avec ton travail architectural, parce que tu interviens aussi dans le grand paysage, dans cette lumière, dans ce grand nord magnifique, avec évidemment... une attitude éco-responsable, environnementale, etc., mais aussi très fortement artistique, qui fait évidemment penser à tes magnifiques aquarelles, donc des installations que moi, pour ma part, je trouve tout à fait superbes, et sans te réclamer ni du land art, ni du paysage, une démarche architecturale, donc cette continuité que tu as sur l'espace infini, la lumière, la matérialité. Donc voilà, je te remercie d'être là pour nous faire partager ce soir ton aventure architecturale, tes relations exceptionnelles avec tes clients non moins exceptionnels pour certains. Et voilà, je te cède la parole et
montre-nous un peu l'étendue des paysages que tu as l'habitude de fréquenter. Est-ce que je vais avec ça? Je vais avec là. Merci. Il y a une chose, malheureusement, la vie est trop courte parce qu'on ne se voit pas assez souvent. Alors, c'était un plaisir de revoir Georges et on n'avait même pas 30 ans. Donc, vous voyez que c'est incroyable là, de se retrouver avec le même plaisir. Donc, c'est de partager, d'échanger. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être donner une touche un peu plus personnelle à la conférence que je vais donner aujourd'hui parce que l'architecture, c'est aussi travailler avec des gens, c'est une expérience. Pour moi, chaque projet est une histoire et on essaie qu'elle soit la plus agréable possible. J'ai la chance d'être aussi enseignant, donc de pouvoir travailler entre la pratique et aussi essayer de transmettre et aussi d'apprendre parce que je pense qu'un bon architecte, ça demeure quelque part un étudiant permanent. Donc, des fois, je ne sais plus nécessairement quel âge que j'ai. Alors, c'est un plaisir aussi de retrouver des collaborateurs, donc avec qui on a fait des projets. Et mon Dieu, quel lent! Ouf! C'est un plaisir, tout se superpose comme ça. Alors, mais c'est ça qui est quand même fascinant en architecture. Nos projets, c'est sur absolument le long terme, donc on a le temps de développer des relations assez étroites avec les gens avec qui on travaille, mais aussi on forme une équipe. L'architecture, c'est beaucoup un travail d'équipe. Hein. On a fait des choses aussi. Là, je retrouve des étudiants qui sont passés à Strasbourg, donc la vie est quand même assez incroyable par rapport à ça. Alors, je reviens de Tokyo, où on a la dernière session, et c'est un peu, j'en parlais avec Georges hier, et j'essaie de permettre aussi à mes étudiants d'être confrontés à des mondes différents. Alors, pour certains d'entre vous qui êtes allés au Québec, ben, on a beaucoup d'espace, donc et malheureusement en Amérique du Nord, on a peut-être à cause de ça la tendance de le gaspiller. Alors, on a pensé, et c'est encore que plus c'est gros, mieux c'est. Alors, c'est peut-être pas le... Alors, pour renverser un peu la vapeur, j'ai amené mes étudiants à Tokyo. Donc, on a fait toute une réflexion sur les stratégies japonaises. Donc, comment, dans peu d'espace, on arrive aussi à créer. Alors, on a fait... on a pris Québec. Bien sûr, j'ai demandé à mes étudiants de choisir une parcelle dans la ville et de développer un projet qui allait être... s'inspirer de certaines stratégies. Bien sûr, c'est pas l'idée de copier. Je pense que c'est pas bon d'une culture à l'autre, mais d'essayer de comprendre comment on procède d'un endroit à l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est ce que je dis à Georges. Là, j'ai dit aux étudiants, en plus, on ferme tous les ordinateurs, on y va en maquette pendant une session. Ça a été pour moi le bonheur. Mes étudiants étaient peut-être au départ un peu réfractaires à l'idée, mais je me rends compte à quel point de voir aussi ces collègues qui font tout en maquette, tout à la même échelle, ça a été assez étonnant. Et on est allé, à Tokyo, on est allé dans les ateliers de Fujimoto, de Tezuka, de Bauhaus. Donc, on est allé les voir et les étudiants au départ pensaient que je leur en demandais beaucoup au niveau des maquettes. Puis on était allé chez Fujimoto, sa petite maison qu'on voit dernièrement. Alors, on a vu compter 182 maquettes dans l'atelier. Vous imaginez, là, de la petite échelle jusqu'à l'échelle 1.5, on pouvait entrer dedans. Puis ensuite, on est allé voir le projet. Alors, pour les étudiants, je pense que c'est une confrontation qui est incroyable. Et ça a été un moment, je dirais, assez intense. Donc, on a cette possibilité aujourd'hui d'être balancé. Et je pense que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on est, à cause des technologies, on a des images, on peut aller se balader. Avant, mes étudiants, je leur demandais, c'était toujours un PowerPoint d'une référence, quelque chose comme ça, mais quand on fait la maquette, quand on regarde la maquette, il y a vraiment un sens qui est évident. Et en plus, comme enseignant, de voir le projet, qui est vraiment une synthèse de la maquette, on est en 3 dimensions, ça nous ramène peut-être un peu à l'essentiel parce que construire des images, des modélisations et tout, c'est pas nécessairement le travail de l'architecte. Et de revenir en construction de façon miniature, je pense que ça ajoute. Alors, c'était intéressant. Et ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'explique que maintenant, je suis dans un atelier plus grand. Donc, la moitié de l'atelier est un espace polyvalent et les étudiants ont pu présenter, ça se terminait là, avec la fin du mois de mai, leur projet. Donc, on a invité les gens de la ville à venir voir ce qu'on pouvait faire autrement parce que je trouve assez étonnant, le travail des étudiants est souvent
extrêmement pertinent, mais il est présenté à quelques critiques invités. Le débordement dans la ville n'est pas là. Donc là, on a invité les gens. J'ai la chance maintenant de pouvoir être un peu plus médiatisé. Donc, quand on fait quelque chose, les gens viennent visiter. Là, c'était beau de voir les commentaires, de découvrir ces éléments-là. Donc, et comme c'est des maquettes, c'était assez facile à comprendre. Donc, on a pu avoir un écho. Alors, l'architecture chez nous aussi est un peu, je dirais, laissée dans l'ombre. C'est pour ça que j'ai accepté là, de faire une série à la télévision d'État qui s'appelle Radio-Canada, pour essayer aussi de faire comprendre, d'ouvrir des portes pour que les gens soient peut-être aussi comprennent le processus qui nous anime. Et je trouve qu'on a j'ai des architectes, des étudiants, il y a des architectes fascinants, mais je trouve que notre société n'est peut-être pas assez réceptive à ce qu'ils peuvent nous offrir. Alors, je trouve que, bien sûr, l'architecture, c'est un peu ma vie, mais ça ne doit pas être non plus être toute la vie. Je vous montrerai, j'essaie de trouver un rythme. C'est peut-être un peu ça à travers les maquettes, ou si on fait quelque chose, tout ne doit pas se faire dans la course effrénée. Et une grande partie de mon énergie maintenant, c'est d'apprendre aux gens avec qui je travaille à ralentir, à mettre le pied sur le frein, parce que si on les laisse aller, tout le monde veut tout pour hier. Alors donc là, on leur dit qu'il y aura dans le temps consacré au projet, il y aura une valeur ajoutée et qu'ensemble, on va développer un projet qui ne pourrait avoir lieu s'il n'y avait pas eu cette période de gestation. Donc, comment aujourd'hui retrouver le temps, c'est quelque chose qui est, pour moi, étonnant. Je reviendrai sur un projet qui m'a aidé. J'ai fait un monastère, donc, avec des moines cisterciens pendant 5 ans de ma vie. Alors, je ne pensais pas que ça aurait une incidence aussi grande sur ma vie. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils m'ont invité. L'ancien monastère était donc assez loin de Montréal et je devais aller séjourner, les réunions, les journées que je passais avec eux, donc aller les coucher là, pardon. Et ce qui était fascinant, je revenais après des fois simplement 24 heures. Je prenais ma voiture, d'un coup j'étais sur l'autoroute puis je voyais un McDo. Je dis, quelle merde quand même, hein? On est arrivé là, toute la civilisation pour arriver avec ça. Donc, et ce qui s'était produit, c'est que le 24 heures que j'avais passé avec eux, c'est comme si le temps s'était dilaté. 24 heures, tout d'un coup, j'avais le temps. Bien sûr, la première cloche était à 4 heures le matin, donc on se réveille, on se dit, oups, là, il reste quand même un peu de temps. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on entre dans notre petite cellule à 20 heures, puis là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien qui rentre, pas de portable, rien. On a 8. Puis là, on a 2-3 heures devant soi pour rêver, pour imaginer. D'un coup, on se dit, ah, mais la vie, ça peut être aussi ça. C'est pas toujours être pris sur son iPhone et Donc, apprendre à ralentir, c'est aussi apprendre à fermer. Alors, ils m'ont appris à mettre à off cette petite machine, ces petits bidules pour... je ne me suis pas construit un monastère, mais je me suis construit parallèlement un lieu à la campagne qui... je pense que tu es même venu... J'amène mes étudiants, mes amis aussi pour apprendre. Alors, on voit quand même le pouvoir de l'architecture. Hein? L'architecture, ça peut nous montrer comment la vie peut être autrement. Donc, la vie peut être... donc, on est habitué à ce que ça conditionne notre rapport à l'espace, mais ça conditionne aussi notre rapport au temps. Donc, il y a des lieux dans lesquels on se sent bien, et dans les lieux où on a l'impression que le temps laisse de la place au temps. Donc... quand vous voyez que ça court un peu trop, je pense que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon. Donc, j'essaie d'avoir, même à l'agence, on n'est pas en charrette les fins de semaine, c'est sacré. Je travaille jamais le week-end, donc je pense qu'il faut aussi laisser la place à avoir d'autres moments. J'ai 2 parallèles avant de commencer qui un peu guident, peut-être vont vous orienter dans ce qui a été ma vie. Mon grand-père était charpentier, donc j'ai d'une famille nombreuse, donc j'ai fait quand j'étais enfant beaucoup de séjours avec mon grand-père et ce que je trouvais merveilleux, une grange qu'il avait construite lui-même et par un concours de circonstances de grande famille, mon grand-père était né au 19e siècle, vous imaginez. Donc, j'ai passé une partie de mon enfance avec quelqu'un qui était né complètement à une autre époque où il n'y avait rien en termes de technologie, pas de radio, pas rien. Donc, on parle à quelqu'un qui a fait comme ça, de ses mains, aller couper les arbres et d'aller implanter là une structure magnifique, peu de moyens.
moment où la société était, on dirait aujourd'hui, mais presque primitive, d'arriver avec un bâtiment de cette qualité. Alors, je l'ai connu, bien sûr, à la fin de sa vie. Alors, il partait de la maison et il s'en allait vers la grange, qui était son atelier, son lieu de prédilection. Et ce que je trouvais fabuleux, je voyais mon grand-père qui partait tout d'un coup, qui devenait lumineux. Je me dis, mon Dieu. Alors, le lieu d'accueil lui permettait, dans cette transition-là, alors il ouvrait cette espèce de grande porte coulissante, et tout d'un coup, je voyais ce volume, pour moi, c'était comme une cathédrale en bois, il faut dire que j'étais comme ça. Alors, il y avait les planches, mais un espace entre chacune, et des raies de lumière comme ça qui passaient. Alors, je me dis, mais mon Dieu, mon grand-père a fait ça. Alors, donc, j'allais avec lui, donc, c'était, pour moi, encore, ça demeure, je trouve, des constructions qui sont très pertinentes, qui sont placées là dans le paysage de façon singulière, et où il y a un savoir-faire assez incroyable que j'ai retrouvé d'ailleurs dans l'architecture même vernaculaire japonaise, donc une espèce de grande... mais la vie est étonnante, et j'ai bien sûr été étudiant comme vous tous, et j'avais un professeur qui venait de... J'ai eu 2 professeurs qui ont été marquants. Il y en a un qui était un professeur belge qui nous donnait nos cours de l'histoire de l'architecture, et il y en a un sur lequel je m'étais un peu attardé parce que je ne comprenais pas tellement. C'était le pavillon de Nice à Barcelone. Là. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ces conneries, 2 plans avec... c'est pas de l'architecture, ça. Donc, je regardais le plan, je dis, mais voyons, il y a quelque chose qui... Pourquoi c'est devenu une icône? J'ai, quelque temps après la reconstruction, donc au moment où j'ai suivi le cours, c'était bien avant la reconstruction du pavillon, et j'avais un ami qui habitait Barcelone, que j'ai rencontré d'ailleurs au Forum, donc il m'a invité chez lui, donc je suis allé à Barcelone voir le pavillon, et il n'a pas pu m'accompagner, et je suis rentré dans le pavillon le matin, et c'est le gardien qui m'a mis dehors le soir. Mais j'ai dit, c'est pas possible. D'un côté du mur, c'est un univers. De l'autre côté, c'est la même chose. Le plan d'eau, la sculpture, les reflets, les éléments. Là, j'étais comme les croquis. J'ai dit, mais merde. Alors, c'est comme si un peu, je retrouvais là les 2 balises. Donc, la grange de mon grand-père et ce bâtiment qui a été probablement fait au même moment en plus, dans les années 20. Ces constructions, donc dans 2 territoires complètement, et qui nous ont nourris. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de comprendre que chacun on a notre histoire personnelle, et il ne faut pas la renier. C'est quelque part ce qui nous nourrit, donc c'est chacun a sa propre encyclopédie, et l'architecture, je pense que ça carbure beaucoup aux émotions. Donc les émotions, les moments que j'ai passés avec mon grand-père, mais dans ce pavillon-là. Alors, tout ça, on fait en sorte qu'on a une espèce d'univers de référence, et là-dedans qu'on pige pour recréer, donc de faire en sorte que les gens qui iront dans ces lieux seront aussi touchés. Donc, je pense que c'est ça, il ne faut pas oublier que l'architecture a ce pouvoir très, très grand. Et la vie nous offre aussi des moments singuliers, et on a, Georges en a parlé, je vais vous montrer quelques images. Donc, je suis un fou de l'hiver, parce que, pas tellement à cause du froid, mais de la lumière sur la neige. Donc, puis plus on monte vers le nord, plus la neige est assez extraordinaire. Puis il y a on parle de dilatation, je ne sais pas quel est mon lien avec ça, mais donc quand je suis dans des grands espaces comme ça, et j'ai travaillé, j'ai fait quelques projets avec les Inuits, et je suis allé... la première fois pour aller voir le site où on avait à intervenir. Et j'ai tout fait ce qu'il ne fallait pas faire, parce que quand on va dans le Grand Nord comme ça, on arrive sur c'est des avions qui appellent des Twin Otter. Donc, on atterrit sur la rivière qui est gelée avec des gens qui fait moins 30, mais ils ont le parka ouvert, puis ils nous font des signes. Alors, on se dit, bon, le froid, c'est quand même quelque chose qui est un peu abstrait. Alors, au petit matin, alors il dit, Pierre, quand on sort, quand on vient ici, il faut toujours être 2. Puis quand on sort, il faut toujours avoir mangé. Puis alors, le matin, je me lève un peu euphorique, c'est au mois de février, donc les journées commencent à être... Alors, je vois l'espèce de paysage hallucinant. Tout ce que je fais, je m'habille. Puis je pars dans le paysage comme ça. C'était extraordinaire. Il y avait comme... Mais tout était blanc, le ciel était blanc, le sol était blanc. Il y avait des volées un peu de neige. Et
j'ai dit, mais mon Dieu, je suis au paradis, c'est quoi cet univers-là? Alors, je suis porté, puis à un moment donné, j'ai pas mangé, il y a le vent s'élève, tout d'un coup, je me rends compte que ça serait peut-être le temps que je retourne. Alors, j'avais dans le dos, j'étais porté par le vent, et je me retourne, il n'y a plus rien. Tu dis, Pierre, là, tu hallucines, là, tu rêves encore, tu es encore dans ton lit, là, rien. Là, tu te dis, mais attends une seconde, là, comment je fais pour me... Alors, la neige est tellement dure qu'on ne peut même pas voir sa piste, d'où on vient, d'où on arrive. Là, on commence à sentir le froid. Alors, je me dis, c'est simple, j'avais le vent dans le dos, donc tu retournes vent de face. À moins 30, avec un facteur 20 énorme, c'est où ce qui arrive. L'œil se met à pleurer. La glace se forme, l'œil est pris. Alors là, tu dis, je vais sortir le gant pour me dégeler. L'autre œil. Alors là, tu dis, je vais essayer avec... Alors à un moment donné, tu es dans tes deux yeux collés, il fait moins 30, tu as du vent, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu dis, mais... Non, mais la vie, qu'est-ce que c'est? C'est fou, là. Alors, là, tu dis, j'ai froid. Alors, tu dis, j'imite le chien. Alors, je me suis couché au sol, encore vent de dos, pour me dire, mais merde, ça ne s'arrête pas ici. Et là, je ne sais pas si vous avez été dans des situations aussi incroyables. Là, tu entends, boum, 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 boum. Ah, tu dis, ça bat encore l'affaire, là. Ça marche, c'est pas complètement gelé. Alors là, on passe tout. Tu dis, non, mais c'est pas... Je ne suis pas venu mourir au paradis. Non, mais c'est incroyable. Alors là, on essaie de tous nos sens, on est en alerte. Hein? C'est l'alerte, la lumière rouge est là, tu te dis non, mais c'est pas possible. Alors là, on passe tout. On ne peut pas rien sentir, tout est... Alors on se dit, mais qu'est-ce que je peux? Alors là, je me suis dit, tout ce qui reste, c'est l'ouïe. Je peux peut-être entendre un son si le vent va porter parce que j'arrive de... Et en attente, puis là, tu es toujours pris, là, boum, boum, boum. À un moment donné, j'entends. Ils partent une génératrice à une heure précise quand ils partent pour les petits déjeuners. Alors là, j'entends un son. Et je me suis dit, Pierre, t'es probablement sauvé. La seule chose qui reste, j'espère que le son ne s'arrêtera pas. J'espère que la génératrice, avant de recharger, alors je suis reparti à quatre pattes parce que je voyais rien, juste au son. Alors, vous imaginez, quand on revient à la vie, parce que j'étais en hypothermie, mon traité, j'étais complètement une espèce d'euphorie, la vie nous semble encore plus merveilleuse. Donc, on dirait que des fois, il faut aller pour moi qui était le paradis, pour se rendre quand même qu'il ne faut pas tirer sur l'élastique avec trop d'intensité. Alors, j'ai continué dans cet amour dans le paysage, mais je suis maintenant moins téméraire. Alors donc, j'amène des gens et j'essaie qu'on revienne vivant. Alors, la vie nous réserve toutes sortes de surprises et elle nous nourrit d'une certaine façon. Alors, je vais est-ce que je dois prendre est-ce qu'il y a une télécommande ou est-ce qu'il y a une... Non, il faut que je vais devoir monter. Alors, je vais commencer avec des projets de petite échelle. Je vais me balader entre... Oui, vous pouvez fermer la lumière. Je ne voudrais pas qu'on soit tous dans le noir, je pense que c'est agréable de... Ah, il y a de l'eau, mais je vais me prendre un verre d'eau, là. Alors, je me suis fait un petit coin au paradis, donc c'est ce qui m'aide à rester, je pense, un amoureux de la vie. Donc, je me suis construit cette petite cabane. Alors, Samuel, t'es venu, hein, qui est dans une petite... Alors, c'est pas le pavillon de Miss, c'est pas la grange de mon grand-père, mais c'est peut-être quelque chose qui... Alors, j'ai construit... Ça va? Bon, ouais, c'est ça, je pense que merci, je pense que c'est préférable. Alors donc, c'est une maison que j'ai appelée la Grande Galerie parce que vous pouvez voir que c'est comme une grande plaque qui est comme déposée dans le paysage.
sur laquelle je suis venu déposer de simples petits volumes, donc qui est bien sûr orienté plein sud pour profiter au maximum. Alors, l'hiver, un peu comme ici, j'imagine, vous avez le soleil qui est très, très bas, donc je fais le plein d'énergie. Et j'ai, avant d'avoir, c'est pour ça que je me dis que l'architecture, avant d'avoir ce havre, je trouvais que la vie allait un peu trop vite, mais maintenant, mes week-ends ont fait comme mes balades chez les moines, ils se sont dilatés tout d'un coup. J'ai le temps. Alors, tout ce que je fais, j'ai une place pour y dessiner. Et je l'ai fait, donc, vous voyez le contraste énorme entre les saisons, parce que, pour ceux qui sont déjà venus, vous avez le pouvoir, on a le moins 30 puis le plus 30, donc on est quand même, d'une certaine façon, assez résistant. Donc, il faut apprendre, comme mon grand-père le faisait, de pouvoir être habilité à résister à ces... alors donc, ça donne sur le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent est un fleuve immense, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler ici. Donc, et j'ai eu grand plaisir alors le feu pour l'hiver, donc un petit coin de Saint-Laurent. Alors, j'ai... Puis la petite bulle à l'étage, vous voyez mes dessins pour dessiner, puis l'autre pour rêver. Donc, je pense que ça prend une place comme ça où on a un peu l'impression qu'avec ses proches, ses amis, on peut s'amuser, on peut dormir, on peut... Alors, c'est vraiment... je retrouve un peu la cabane de mes oncles. Et alors... C'est arrivé, je pensais jamais, jamais pouvoir m'offrir une petite variation sur le thème de la cabane comme ça, mais je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir et offrir à mes enfants. Donc, et ça, je pense que on réalise même pas comme architecte, c'est un peu en faisant des maisons pour des clients que les gens me disaient, Pierre, tu as changé ma vie. J'ai dit, écoutez, là, allez-y pas trop fort, là, hein, allez-y pas, là, c'est pas sérieux. Moi, j'ai fait une maison, là, j'ai pas... Mais c'est de voir que mes enfants, ma conjointe, me disent, Pierre, tu as changé notre vie. Et me rendre compte que moi aussi, j'avais changé la mienne. Donc, on a un travail qui est beaucoup plus précieux qu'on le croit. Si on le fait bien, on peut changer durablement et favorablement la vie des gens. Donc, on est des espèces de grands chorégraphes qui organisons la vie des gens sans trop s'en rendre compte. Alors, c'est pour ça que la série que je fais à la télévision, on a fini par l'appeler « Au-delà des murs », parce que oui, on fait des murs, mais ce qui est important, donc, c'est la vie qui va pouvoir s'y faire. Alors, une autre maison que j'ai fait il y a déjà quelques années, mais j'aime à la présenter parce que dans mon histoire personnelle, c'est là que ma famille m'a dit, ben là, on s'en fait une, hein, parce que c'est pas possible, on fait pas ça juste pour les autres. Donc, elle s'appelle Les Abous parce que c'est une histoire quand même, et c'est ça qui est merveilleux. Toutes les histoires, si on prend le temps de les vivre, sont toujours assez exceptionnelles. C'est Les Abous parce que sur les terres agricoles, on parle des abous, donc le bout de la terre, on gardait une partie en forêt pour avoir du bois pour construire les bâtiments. Et ce qui est assez fascinant, et vous verrez, ça arrive assez souvent dans la vie, c'est pour un homme qui habitait qui est originaire de la campagne, et il est parti, c'est un financier, il est allé vivre à New York et tout ça, puis il avait hérité de ce bout de terre-là. Il a donné ça à son frère, il a dit ça n'a aucun intérêt. Alors, après quelques années à New York, il dit quand même, là, c'est juste bosser. À un moment donné, il est retourné sur ses terres et il s'est dit, mais mon Dieu, ça peut être intéressant, la vie autrement. Donc, il a demandé, il a racheté une petite parcelle de ce qu'il avait donné à son frère quelques années auparavant pour construire cette maison-là. Et c'est ce qui m'a dit la même chose, depuis que j'ai cette maison, la vie s'écoule autrement. Alors, vous voyez, c'est un peu l'idée de capturer la nature, de venir s'immiscer. J'aime bien, dans ce cas-là, on a une rivière qui fait comme un méandre. Si on regarde, la rivière fait un méandre autour de la maison. Et ils avaient imaginé longtemps la maison, eux, dans l'autre sens. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais non, on va la mettre parce que d'un côté, il y a ce volume très, très horizontal qui va nous mettre en contact avec la rivière, puis l'autre sera beaucoup plus haut pour nous donner à voir la forêt. Donc, on se balade, la maison est comme une espèce de capteur d'environnement, parce que l'architecture, c'est ça aussi. C'est pas seulement ce qu'on construit, mais ça avec quoi on nous met en relation. Donc, on est venu
même chercher quelques arbres, mais vous voyez cette texture de la forêt, là, c'est incroyable. Les arbres, une variété. Le mur, dans ce cas-là, ben, c'est la forêt qu'on voit. Alors, c'est un peu dans le même esprit, voyez-vous, de la même famille de cette plaque qui vient se déposer. Le volume, la structure est aussi bien affirmée. Et c'est là où je pense l'amour que mon grand-père avait, je pense qu'il me l'a transmis, ces pièces de bois qui se tiennent, qui sont comme une espèce de grande cohérence. Alors, on voit toute la rythmique avec les dimensions de bois, comment tout ça, donc il n'y a rien, c'est la structure qui s'exprime, on est venu se glisser. Et j'ai fait une chose qui, encore là, m'a étonné. Au lieu d'avoir les deux plaques, parce au début, je pensais que c'était un peu nécessaire avec la neige, j'ai élevé une des plaques qu'on ne voit pas nécessairement, mais la structure fait qu'on a cette zone d'accueil là où on est protégé. Tout à coup, le volume semble se démultiplier. Alors, dans un sens et dans l'autre, quand on marche, on a deux perspectives complètement différentes. Dans un sens, elle est comme atténuée, et dans l'autre sens, elle est comme tout à fait augmentée. Donc, ça a été aussi une découverte par rapport à la perspective. Et c'était l'idée un peu à la japonaise, qu'on ne touchait pas au sol quand on arrivait, c'est quelques pierres tout simples qui viennent comme ça se déplacer. Bien la nuit aussi, il faut apprendre la maison devient comme une espèce de lanterne. Alors, on voit le contraste entre les deux univers. Donc, celui qui est très, très horizontal et l'autre, en fait, c'est des collectionneurs d'art contemporain. Ils voulaient avoir un volume aussi. Donc, on chemine entre les deux univers. Voyez-vous, hein? Une structure comme ça, tout simple. C'est invitant et c'est, pour moi, une grande leçon que d'autres m'ont apprise avant moi. J'ai eu un professeur vraiment incroyable. Je ne sais pas si Georges, enfin, les professeurs qui sont ici, mais j'avais un professeur colombien. C'était mon premier professeur à l'école d'architecture. Quand je suis arrivé, mon premier atelier, et il arrivait de Colombie, après ça, il avait enseigné aux États-Unis, puis il est arrivé à Québec, il ne parlait à peu près pas français. Alors, mais il avait une attitude, c'était un personnage avec une barbe assez rond et tout, et incroyable, et il nous a donné une confiance en nous, parce que tous les gens qui étaient là, je vois maintenant, on a réussi à faire notre chemin. Il arrivait, comme il ne pouvait pas parler, il nous mettait la main sur l'épaule, sur la table, parce qu'à ce moment-là, c'était des tables à dessin, puis il nous disait, « Pierre, c'est très, très, très bon. » Tu sais, tu dis, « Oh, wow, j'ai réussi à faire quelque chose. » Puis quand c'était pas, au lieu de dire « c'est mauvais », il disait, « Pierre, c'est un peu moins bon, mais tu sais que tu peux être très, très bon. » Alors, comment donner confiance aux gens? On est des enseignants, on n'est pas là pour détruire des gens, on n'est pas, surtout pas leur dire de faire comme nous, c'est de chacun trouver sa voie. Et d'être là pour leur donner confiance et d'arriver à... Alors, je pense qu'il y a ça aussi, cette espèce de devenir des passeurs. Et des fois, quand j'ai des moments un peu d'incertitude, je vois encore mon professeur, il dit, « Pierre, tu es très, très, très bon. » Alors, ça nous permet de passer à travers des épreuves qui, quand même, jalonnent nos vies, qui sont assez essentielles. Alors, voyez-vous, le plan aussi est extrêmement simple. La plaque avec... dans cette première portion-là, il n'y a rien qui va jusqu'au plafond. La structure est bien exprimée, mais même il y a une espèce de décompression qui se fait entre le verre. Donc, la structure permet de passer... et ici, on est venu dissimuler l'escalier pour garder la pureté. On a simplement mis à l'étage un petit volume qui est légèrement désaxé et on l'a soutenu par le plafond. Donc, il n'y a rien qui le... Donc, on voyait la structure, la légère pente du toit. Donc, c'est... dans la simplicité, pour ça, il faut arriver à... C'est quand même beaucoup de travail, mais je pense que l'aboutissement vaut le coup. Alors, on voit le volume sur 2 étages. On voit un peu le volume désaxé. Et voyez qu'un plancher, à un moment donné, ça peut venir un tableau incroyable. Hein? Tout d'un coup, la lumière, ça bouge. Les arbres se promènent. On est comme habité, on est en pleine forêt, mais on se dit peut-être que, mon Dieu, je suis sur un bateau. Là. Et la seule façon d'accéder au volume, on a dû créer comme un plancher qui est en verre. Donc, vous voyez où encore à l'intérieur, donc des choses, la structure qui est là, les volumes, même le mobilier qui semble un peu flotter. Alors, vous avez vu la chambre dans ma maison, c'est là que j'ai pris un peu le modèle parce que je me suis rendu compte à quel point c'était
Parce qu'une fois que j'ai eu fait cette maison-là, j'ai les clients, mais c'est un peu la même chose. Quand ils sont pour la première nuit qu'ils passent dans la maison que j'ai conçue, je leur dis toujours, ben, appelez-moi, dire comment est-ce que ça s'est passé. Et la première chose que j'ai eue quand les clients m'ont appelé, ils m'ont dit, Pierre, on n'a pas dormi de la nuit. Oh ben merde, qu'est-ce qu'on a loupé, là? C'est pas possible. C'était tellement beau. La lune s'est levée tout d'un coup, c'était éclairé. Les arbres, c'est un paysage, alors c'est incroyable. Alors, la nuit, ça peut être fait pour dormir, mais on peut rêvasser aussi. Alors, c'est incroyable d'avoir ça. À un moment donné, on se lève, on dort, on voit un peu de lune, on voit tout ça. Donc, c'est aussi cette capacité d'avoir une chambre qui est très, très petite, mais elle peut nous donner, je pense, nous mettre en relation avec un autre univers. Donc, j'ai imité ce projet-là dans le propre lieu et je vous dirais que la fin de semaine, j'ai hâte d'arriver dans mon lit. Alors, des choses de volume très, très simples. Là, on revoit les deux volumes. Donc, j'aime bien jouer avec ces tensions-là. Un qui est tout en bois et celui-ci on voit le volume légèrement décalé qui est servi de bibliothèque. Et on a fait ce plancher pour accéder alors qu'il y a aussi créé une espèce de frontière. Il y a une seule personne en fait, un seul être, je devrais dire, qui déteste ce plancher-là, c'est leur chien. Alors lui, il arrive en haut de l'escalier, puis il dit, c'est pas possible, ça ne tiendra pas. Donc, il s'arrête, il s'immobilise automatiquement. Alors, mais les gens sont un peu, c'est sûr que ça ne prend pas nécessairement une belle robe pour aller à l'étage, parce qu'il y a un peu d'indiscrétion possible, mais c'est assez étonnant ce que un plancher simplement comme ça peut créer. Alors, vous voyez, l'hiver, on est dans le blanc, l'été, c'est presque la jungle. On doit faire ce que j'aime bien, ce que j'appelle la pièce moustiquaire. Donc, on a ces petits presque textiles qui nous permettent d'éviter, parce qu'au mois de juin, des fois, il y en a qui nous prennent pour un bar à salade ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est la façon d'être un peu, de se protéger. Mais ça fait... alors, donc ici, il y a des gens qui nous arrivent comme ça dans notre vie. Alors, qui me disent, bien Pierre, on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent, mais on aimerait ça faire une maison avec toi. Donc, c'est toujours un peu alors, on se dit, ben là, ils ont l'air sympas, on va y aller. Alors donc, l'idée, c'était de faire une maison de 100 mètres carrés dans la nature. Donc, alors donc, dans les standards américains, c'est pas énorme. Donc, je me suis dit, bon, écoute, on va essayer. Alors, c'est dans les cantons de l'Est, devant justement le mont Écho, qui est l'élément qu'on a voulu essayer de capturer. Alors, donc, c'est deux petits volumes extrêmement simples. Un qui fait 45 mètres, puis l'autre 55 mètres carrés, auquel j'ai ajouté, je ne le comptabilise pas, donc toujours cette pièce grillagée qui permet d'être... et ce qu'on voit, donc, c'est aussi, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est, je le dis toujours au-delà des murs, c'est l'espace intérieur qu'on crée, mais aussi la diversité qu'il permet d'avoir. Donc, si on est sur la terrasse ici, si on est celle de l'entrée, si on est celle sur le côté, si on est sur le rocher, si on est dans la pièce moustiquaire, si on est dans le paysage, on est une petite maison de 100 mètres carrés, il nous crée cette diversité d'espace extérieur. Et dans des lieux comme ça, ben, je ne sais pas si on a un côté coureur des bois, mais je pense qu'on aime bien être dehors. Alors, voyez-vous, tout d'un coup, à l'autre bout, la maison touche presque, on est dans la forêt, d'un coup, la branche est là, et si on bascule de l'autre côté, sur le toit, c'est presque la plage. Donc, comment, sur des distances, on crée cette diversité, je parle de cette confrontation. Je pense que la vie, l'architecture, c'est pour rendre, je dirais, un peu notre quotidien un peu moins quotidien. Donc, une maison comme ça, ces gens-là, comme ils me disent, ils sont incroyablement impressionnés comment ça capture un environnement. Donc, on le voit ici en hiver. Vous imaginez, c'est déjà complètement... Alors, tout d'un coup, dans un axe, elle est vraiment très, très étroite. On a presque c'est rien. Puis elle se déploie dans le paysage pour...
Donc, à l'intérieur, comme un simple... Vous voyez, l'été, j'ai voulu montrer un peu pour voir l'incroyable diversité de la nature. Donc, on a beau essayer de faire ce qui transforme le quotidien de ces gens-là, ben c'est avec quel environnement, dans quelle environnement. C'est la journée nuageuse, c'est une neige, et alors on a travaillé de stratégies très simples. Donc, quand on entre, c'est des coulissants, on voit à travers le WC, mais on ne se rend pas compte que c'est ça. Donc, c'est aussi leur lieu de travail. Donc, c'est 2 photographes. Donc, on a pu réussir à placer cette coexistence. Donc, on a fait des petits bras comme des terrasses qui se prolongent dans le... Alors, c'est un peu, je vous dis, l'atmosphère qui est créée dans cette pièce qui coûte rien, mais juste le fait d'avoir cette espèce de petit textile, on est dans un cocon. Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est en dedans? Il y a l'olfactif qui vient. Donc, je fais, c'est même en ville maintenant, je crée cette espèce d'extension sur l'extérieur qui est une zone, en fait, il y a peut-être pour, je sais pas, 400 € de textile, donc si on devait le faire en verre, ça serait énorme, mais c'est aussi un lieu où on est en entière relation avec les éléments naturels. Donc, une autre maison ici pour... un couple qui décidait de vouloir retourner dans la nature. Donc, c'était, dans ce cas-là, un psychiatre à Montréal qui, à un moment donné, en avait marre de la ville. Donc, s'est trouvé un terrain sur le mont Pinacle. Donc, c'est dans la même région. Encore là, on a voulu... on trouve un peu le volume de certains côtés pour moi, le volume de la grange de mon grand-père. Donc, c'était encore là l'espèce de coexistence entre deux, vous voyez, encore très étroit. Donc, à l'étage, simplement les chambres et un studio de musique et un atelier pour les gens. Et orienté plein sud, au rez-de-chaussée, le grand espace à vivre. Et encore là, de jouer avec le relief, d'avoir donc à un certain moment donné, on est projeté dans le paysage où on glisse sur l'espèce de terrasse qui est devant soi. Donc, la possibilité d'aller dans cette pièce-là. Alors, souvent, dans le moustiquaire, je mets des grandes portes qui font qu'en été, la maison se dilate aussi. Elle se contracte en hiver. C'est un peu ce qu'on vit. On a besoin de moins d'espace. On s'en rend compte chez nous en hiver parce que ce qu'on recherche dans ce cas-là, c'est le foyer de masse qui chauffe la maison. Et l'été, ben, on réussit à aller chercher cette... Alors, ils ont chiné des matériaux un peu partout. Mais voyez-vous, quand je parle de cette lumière d'hiver, tout devient, là, c'est assez incroyable. Hein? On a un dimanche en pyjama, ça fait beaucoup de bien. Là. On se fait chauffer donc, une autre maison que je n'aurais pas faite de cette façon-ci. Alors, c'est encore là qui a l'air... je lui donne une ampleur qu'elle n'a pas dans la réalité parce que vous voyez à l'autre extrémité encore cette pièce grillagée. À l'autre extrémité, c'est l'atelier de... En fait, c'est un sculpteur qui a ça. Donc, on essaie entre les deux de... Mais déjà, ils étaient arrivés avec la commande d'avoir une maison noire. Donc, j'étais un peu... c'est pas, comme on dit, ce que je suis habitué de faire, mais j'ai vu quand même le pouvoir, en fait, surtout dans l'hiver. Donc, le contraste entre cette peau... les Japonais le font à la torche, hein, ils font brûler le bois qui arrive... et on avait ça aussi de façon ancestrale, façon d'auto-protéger le bois. Mais on voit encore l'idée d'avoir ces volumes qui glissent un peu, comme dans l'autre maison, d'avoir l'espace à vivre qui, lui, sera sur une hauteur et demie, qui va permettre à la lumière. Encore là, c'est toujours dans notre climat, l'orientation sud. On est venu déborder le toit pour créer une protection estivale. Et encore là, vous avez des terrasses sur le toit, la pièce grillagée, cette plaque-là. Donc, qui fait que tout autour de la maison, on a plein de... Chez moi, j'ai 4-5 tables, une pour le petit déjeuner en fonction du vent. Donc, on se déplace un peu comme si on avait un bateau qui nous attendait dans le paysage. Alors, j'aime bien faire ces genres de croquis que je fais souvent sur place. Hein, et j'amène, et j'ai un plaisir avec mon équipe pour ça parce qu'on se balade un peu partout. Nos projets sont
dans des sites quand même assez époustouflants. Donc, le fait d'être sur place, et je le fais avec mes collaborateurs, nous donne la réponse à bien des choses. Quand on retourne à l'atelier, on se dit, mais comment c'était? Si on commence à travailler et on retourne sur le site, des réponses se donnent presque dans l'instant. Alors, on veut dématérialiser l'architecture, mais l'architecture, ça se fait sur un site. Et j'avais une très grande frustration quand j'ai commencé de faire des projets souvent sans être allé sur le site. Et maintenant, il n'y a rien que je trouve plus agréable de faire un pique-nique, on boit du vin, on s'imprègne de ces lieux-là et on retourne à la répétition. Et je pense que c'est là où aussi on a des moments d'échange où on ne parle pas nécessairement d'architecture, mais on comprend un peu quel type de vie les gens avec qui on a travaillé souhaitent avoir. Donc, je pense que des moments de partage aussi, c'est jamais des moments perdus, c'est des moments de grande lucidité, je dirais, par rapport à... Alors, ils ont travaillé dans ce cas-là de leurs mains. Ça s'est échelonné sur plusieurs années parce qu'ils ont posé le revêtement, ils ont fait affaire à donc les gens qui n'étaient pas passionnés par l'architecture. On a eu comme ça des histoires qui... Alors, j'ai publié un livre que j'ai remis à Georges et j'ai demandé à tous les gens, d'ailleurs, d'écrire un petit texte pour montrer que, en fait, l'architecture, je ne la fais pas pour moi, je la fais pour des gens. Donc, l'idée de l'histoire, c'est quand les gens nous renvoient comme ça en nous disant qu'on a été... avec des vecteurs importants. Donc, du côté de la rue, on est venu se fermer. On a la percée qui donne à croire que le volume est beaucoup plus grand qu'il ne... Et on voit encore là, on s'élève, c'est sur le Saint-Laurent. Alors, c'est pas très loin de Montréal. Dans ce cas-là, pour eux, c'est leur résidence secondaire. Donc, l'atelier, le lieu de travail est à proximité. Donc, une vie, je le vois pour ces gens-là, qui est... qui semble vraiment apaisante. Encore là, vous voyez le plan, vraiment, dans ce cas-là, au rez-de-chaussée, un simple petit volume et tout est fluide, on court, on se déplace. Donc, il joue avec des éléments de bois. On est venu... Alors, cette hauteur et demie là, nous procure, c'est assez incroyable parce qu'il y a une espèce de compression. Quand on arrive dans cet espace-là, d'un coup, à l'étage, en haut, tout se déploie sur 3 façades. Les lumières viennent inonder quelques éléments de bois placés de façon parcimonieuse. Alors, donc, ce que je voulais, depuis quelque temps, c'est assez étonnant parce que là, je refais, mais je n'avais pas de documents là, pertinents à présenter. Je fais plusieurs maisons dans les ruelles de Montréal. Mais ce que j'essaie de faire, et c'est un peu ce que j'essaie de montrer à mes clients et à mes étudiants, je prends tout comme un paysage. Alors qu'il soit en ville, qu'il soit à la... Alors donc, vous voyez, c'est un copain qui a ici un lieu pour un showroom pour présenter des vêtements. Il a un espace dans un ancien... entrepôt, donc je l'ai pris vraiment comme si c'était une grande place publique dans laquelle on est venu recréer un microcosme de la ville. Donc j'ai créé des mini-amphithéâtres, on voit le plan, donc j'ai recréé en fait véritablement une rue avec comme une série de cabanes à coller avec des niveaux, une espèce de place publique ici avec le coin restauration, les marches qui sont là, les espaces de travail à l'étage. Et ce qui est quand même, c'est ça qui est incroyable, c'est un ami, il dit, Pierre, les gens arrivent pour le petit déjeuner maintenant. C'est tellement, on parle de la lumière, c'est tellement généreux qu'ils n'ont plus le goût de prendre le petit déjeuner chez eux. Alors que ça crée encore là une autre dynamique dans les gens qui travaillent parce qu'on leur offre un espace de qualité. Quand on offre un espace de qualité, alors, si vous allez voir, c'est une espèce de claire-voie, ça a coûté 3 fois rien, là. Mais de jouer avec cet espace, mais vraiment de le prendre comme si on venait s'installer sur un paysage qui... donc, à un moment donné, c'est ça pour présenter des choses. Vous voyez, le jeu ces salles où on voit l'activité sans nécessairement trop la voir. Alors, on crée, alors vous voyez, cette idée d'animation. Est-ce qu'on est en ville? Est-ce qu'on est encore là avec... ces structures qui
simplement agencé pour créer des pleins et des vides. J'ai fait la même chose, alors. Donc, dans ce cas-ci, pour une agence de publicité, c'était incroyable. C'est un immeuble au centre-ville de Montréal qui faisait 8 étages et ils étaient comme cordés dans des espaces entièrement cloisonnés. Alors, on fait le ménage pour arriver dans un lieu comme ça. Les gens ne se rendaient pas compte qu'ils avaient des fenêtres. Alors, ils sont élevés dans les étages d'en haut. On voit le Mont-Royal et j'ai utilisé la même stratégie. Donc, c'est aller placer chaque étage, une rue principale avec des espaces pour se rencontrer. Et c'est assez, encore là, étonnant comment les gens disent le plaisir d'être ensemble parce qu'il y avait une espèce de réticence. Tout le monde avait son bureau, puis là, on a éliminé pratiquement les bureaux. J'ai dit, écoutez, on travaille comme ça, nous. Le fait de pouvoir se rencontrer. Donc, on voyait l'idée de la grande percée. Quand on sortait de l'ascenseur, il y a l'idée de voir de part et d'autre avec encore là des volumes qui dégagent entièrement le périmètre. Et les boîtes-là sont les salles de rencontre, de réunion. Donc, chacun a plus son poste de travail, mais quand il veut travailler, il va dans cette poste-là et ça crée encore comme des places. On essaie que chacun soit des petits groupes, quand même entre 8 ou une douzaine de personnes. Donc, les volumes servent en même temps d'écran, servent de lieu de rencontre et on a pu faire encore là l'aménagement avec des moyens très, très limités. Et donc, on a peint en blanc, on a simplement poli le béton qui était là et on est placé, voyez-vous, c'est encore des cabanes qui sont épurées, mais qui sont elles-mêmes plafonnées. Donc, on a l'impression qu'on pourrait presque les bouger. Alors, vous voyez, oui, c'est ça de réunion-là. Dans un axe, on a une grande transparence. Donc, dans cet axe-là, tout est vitré. Donc, quand on passe dans la rue, à un moment donné, on a cette succession de parois et une espèce de réflexion. On ne sait pas si c'est encore là, est-ce qu'on est dehors, est-ce qu'on est en dedans. Donc, de jouer, de brouiller, d'amener le plaisir de déambuler, même dans l'espace intérieur. Donc, on voit les gens se saluent, s'envoient. Donc, au lieu des petits corridors, il y a comme une espèce d'effervescence qui a permis à cette agence de se dépaler. Alors, vous voyez, je suis un maniaque de cabane. C'est depuis mon enfance, je suis là. Alors, même des grands architectes ont fait leur cabane. Le Corbusier a son petit cabanon. Alors, pour moi, c'était un moment aussi important. Quand j'ai commencé en architecture, on se dit, pour être architecte, il faut toujours faire le gros truc, le gros machin. Alors non, tout d'un coup, on voit ce petit cabanon où quelqu'un va passer sa vie et aussi prendre le temps, parce que Le Corbusier divisait sa vie entre la peinture et l'architecture. On l'oublie trop souvent, donc ce ne serait pas l'architecture à grande allure. Et on voit donc Le Corbusier même dehors, laissant aller pour sa passion. Donc, je trouve ça quand même un homme déjà à un âge qui se dit, ben moi, ça y est, je me fais plaisir, je dessine, puis ça... Alors, on ne peut pas être simplement une éponge il faut, je pense aussi, l'éponge, on doit l'imbiber, on presse un peu, puis donc, je pense que la vie, c'est ça, c'est de se permettre des moments de création pour voir autrement. Alors, c'est un projet qui m'a nourri parce que le Musée national des beaux-arts m'a demandé à un moment donné de faire une installation et j'avais cette idée du cabanon. Alors, je suis venu créer, vous allez voir, je l'ai appelé le refuge et c'est un projet aussi encore très, très simple, mais qui m'a permis de voir à quel point, même quand elle est judicieusement placée, une intervention architecturale peut donner beaucoup de sens. Alors, c'était une installation qui était là de façon temporaire. Et cette petite structure-là a changé la vie de bien des gens. Donc, c'est simple. On voit un mur qui est aussi une paroi en gros rondin qui est traversé par une passerelle et le bassin, on pense entrer dans une structure extérieure, mais en fait, on entre dans presque un lac. Alors, vous voyez de l'autre côté, donc c'est cette cabane, on dit ça y est, je vais rentrer dans l'espace intérieur, mais c'est comme une espèce de grande promenade, encore avec le moustiquaire que j'ai détourné un peu, parce que là, j'en ai mis plusieurs épaisseurs. Alors, quand on se promène dans cette espèce de tube, il y a comme une espèce de pixelisation du monde, comme vous avez plusieurs textiles qui sont chacun de
tout d'un coup, tout se devient comme les pointillés. On ne sait plus si c'est réel ou virtuel. Alors, il faut s'arrêter véritablement pour voir le monde qui est là. Alors, voyez-vous, c'est quand on se déploie, je l'ai ouvert de l'autre côté et on a un grand bassin d'eau à l'intérieur. Et tout ce que j'ai vu, donc cette structure-là était près de chez moi. C'est là qu'on se rend compte qu'on fait des murs, mais c'est pas ça. À un moment donné, je suis arrivé au bout de la passerelle, il y avait un couple qui s'embrassait, là, mais tu te dis, c'est quelque chose d'incroyable. Tu te dis, bon, ça sert à ça. Après quelques semaines, j'étais médusé parce que je voyais une petite famille qui allait. Alors, je les interpelle un peu, on va dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors, petit garçon, tout de suite a répondu, on vient au lac. Alors, il y avait des petits cailloux dans le fond du bassin. Alors, il prenait des cailloux puis il essayait de les faire ricocher comme ça sur le plan d'eau. Alors, il habite tout près, donc un petit bassin d'eau, il allait au lac tous les week-ends. Alors, je suis arrivé à certains moments, j'avais mis des rondins dans l'eau, des gens, l'apéro, la bouteille. Alors, un petit lieu comme ça qui coûte 3 fois rien, comment ça permet aux gens de faire place à leur imagination? Donc, je trouve qu'on se prive quand même de se faire plaisir. Hein, on veut toujours les gros trucs. On peut comme ça disséminer dans la ville des éléments qui font en sorte qu'on peut ensemble se rencontrer de façon improvisée. Et chose étonnante, quand le projet s'est terminé, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette structure-là? Au même moment, je construisais une maison dans un site incroyable. Un de mes clients s'était acheté un lac, hein, vous pouvez imaginer. Là. Alors donc, il a dit, Pierre, j'ai une petite baie, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait aller installer là. Alors, la structure qui était dans le parc très civilisé des Plaines d'Abraham, un jardin à l'anglaise, très manicuré, s'est retrouvée carrément. Alors là, je n'ai pas fait le bassin qui était créé ici de façon artificielle. En fait, la structure a été carrément déposée dans l'eau. Et là, c'est les gros crapauds qui s'amusent dans ça. Et ça devient pour eux comme une espèce de petite maison de thé et qui permet de relier 2 parois de cette petite baie. Mais là, ce que j'ai appris, et c'est qu'encore là, il y a des expériences, je pense, qui doivent être physiques, hein, parce que la vie nous guide parfois avec la tête, mais des fois, je pense que c'est nos sens qui deviennent nous guider. Alors, ce bâtiment avait l'air assez primitif dans l'univers organisé de l'homme, et dans la nature, tout d'un coup, c'est l'inverse. C'est la nature, la structure devenait comme très civilisée. Donc, suivant l'environnement dans lequel on se trouve, notre architecture peut lancer un message qui est complètement différent. Alors, c'était pour moi un petit projet comme ça, qu'on glisse entre 2-3 autres, mais qui devient aussi, je dirais, porteur de ce qui nous guide. Alors, et donc, avec cette veine-là, donc je continue d'avoir ces projets qui sont, j'ai dit un peu que je fais comme de l'acupuncture dans le paysage, c'est d'aller placer des fois des choses un peu insoupçonnées dans le paysage qui changent notre rapport avec le lieu. Dans ce cas-ci, on l'a appelé c'était toute une idée du jardin mobile. Alors donc, on a fait des jardins, certains étaient flottants, d'autres étaient roulants. Donc, on a créé comme une parade pendant tout un été sur un parc qui était nouveau. Donc, c'était l'occasion de créer, alors c'était mes premiers croquis, comment les gens, en créant des bacs, comment ils réussissaient chacun à faire leur jardin, ils se baladaient, on les déplaçait comme ça, un peu, fait avec simplement les matériaux qu'on trouvait là dans le lieu. Alors, des cailloux, un peu de terre, donc tout ça comme une espèce d'assemblage pouvait finir par créer des... Alors, cette petite structure-là, et c'est ça qui est étonnant, on vient placer dans la baie quelques structures comme ça, et tout d'un coup, la baie paraît immense. Il y a une espèce de rapport qui opère, donc on sublime un peu donc le plaisir aussi de faire un moment ensemble, d'être dans l'échelle 1-1, quelque chose qui sera là pour peu de temps, puis le plaisir d'être ensemble, à un moment donné, de balader ensemble ces structures-là, puis disséminer dans tout l'été. Ils les reprenaient le samedi suivant avec la fanfare et tout. Donc, l'architecture devenait un prétexte à se faire plaisir. Alors, donc, il y en a qui allaient même s'installer pour méditer dans ces mini cabanes. Alors, un peu énigmatique. Est-ce que c'est de l'architecture? Alors, pour moi, c'est toujours l'architecture. On crée avec un espace, on crée avec des matériaux, un espace qui n'est pas nécessairement fait pour habiter, mais qui
change notre rapport à l'espace. Donc, je vous parlais de mon paradis. Donc, j'ai trouvé ce coin de paradis-là ça s'appelle le Parc des Grands Jardins. Donc, derrière Québec, à 150 km, c'est la taïga la plus au sud du monde. Donc, la taïga, c'est un site qui est extrêmement poreux. C'est la moraine, donc il n'y a presque rien qui pousse parce que l'eau ça va très profondément. Donc, c'est des plateaux à plus de 1000 mètres. Et c'est des plateaux qui font qu'en hiver, les vents du nord, alors on est quasiment en Sibérie, à 2 heures de la ville, mais c'est un lieu qui est extrêmement incroyable. Et tout ce qu'il y a l'hiver, il n'y a aucune route pour y accéder, c'est quelques cabanes qui sont disséminées. Alors, j'aimais tellement ce lieu et je suis allé avec mes enfants initialement et j'avais découvert encore que le soir, mes enfants voulaient glisser avec un petit toboggan près de... Alors, j'avais mis quelques bougies dans la neige et tout d'un coup, wow! Comme il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien qui entre là, on est comme dans un univers qu'on se dit presque rien. Alors, c'est ça dans notre société, comme tout bouge autour, pour réussir à faire quelque chose, bien là, on veut créer comme une cacophonie encore plus grande. Donc, alors, là, ce qu'on voit, c'est que des fois, c'est l'inverse, en faisant presque rien. C'est là qu'on redécouvre la force d'un geste. Alors, on a développé comme ça plusieurs types d'installations qu'on va installer là l'hiver. Donc, celle-ci... c'était encore ça, de déplacer, de mettre des sources lumineuses dans le paysage. Et là, c'est assez incroyable. Le paysage est composé par presque rien, comme c'est des plateaux. Ça module presque pas. Et le paysage est c'est parmi les roches les plus vieilles au monde. On parle de presque 1 milliard d'années. Donc, ça a déjà été les Alpes. Et ça a été tellement érodé qu'on se retrouve avec ces petites collines. Mais on sent, et en plus, comme c'est une végétation qui est très éparse, on a presque l'impression que c'est la peau d'un géant, puis même le poil et cette petite végétation qui est là. Alors, vous voyez le lac du Raz-Musqué, donc c'est inaccessible. On part en ski de fond, en raquette, avec tout le matériel pour 3-4 jours, coupé de la civilisation. Et là, c'est là qu'on voit que passer 3-4 jours comme ça, loin avec on peut devenir très, très proche, marcher avec quelqu'un pendant 10 km, échanger, quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on se retrouve des gens qui viennent de partout, d'avoir cette idée du partage, du faire ensemble qu'on a presque oublié. Et d'un tout, on fait quelque chose gratuitement, qu'on fait que les seules personnes qui vont les voir, c'est les personnes qui ont décidé de partir avec ce traîneau pour aller s'installer dans le... Alors, toutes sortes de choses très simples, donc 5 boîtes de 200 bougies, grosses comme ça, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on y met de l'énergie. Donc, c'est assez incroyable. Hein? Alors, j'avais goûté une première fois ce que pouvait être le froid parce que c'était notre image initiale, mais quand on est venu pour allumer toutes les bougies, il faisait moins 25, c'est vous savez, cette espèce de briquet, là, ça ne fonctionne pas. Tout était prêt. Alors, on est venu pour allumer. Alors, et là, c'est là qu'on voit comment une équipe ensemble... Puis il y en a un qui dit, Pierre, mais on a juste à mettre les boîtes, les 5 boîtes qu'on a, puis on met quelques bougies dedans, et on va réussir comme ça, les bougies qu'on a déjà mis dans la neige vont... Et là, c'était magnifique parce qu'on voyait les gens avec les boîtes lumineuses se promener comme ça dans le paysage. Et ça faisait un peu comme une peinture flamande, là, hein? Une espèce de visage illuminé. Donc, tout ce qu'on voit, on voit c'est les autres comme ça qui se baladent juste pour le plaisir. Et ce qu'on découvre à travers ça, c'est qu'en mettant une petite source lumineuse, tout d'un coup, on voit toutes les subtilités d'un couchant. Parce qu'il y a une source lumineuse, tout d'un coup, on voit comment est-ce qu'on va vers la nuit, délicatement, et que la lumière, à un moment donné, les bougies qu'on ne voyait pas, on les voit tranquillement. Alors là, comme c'est de longues heures, quand on finit, on a commencé dans le jour, et on finit, on arrive dans la nuit. Vous voyez, on voit les lignes qu'on avait faites pour marcher avec toutes les cordes. Alors donc, ça avait un peu... la trame était légèrement comme un peu décalée. Et c'était assez énorme et assez zen comme travail. Hop, c'est long. Donc, et tout à coup, à un moment donné, les bougies se mettent à se rééteindre et on marche. Quand il fait très froid, quand on marche, là, ça fait comme une espèce de... Et là, on a l'impression, à un certain moment, on a presque l'impression que c'est les étoiles qui sont tombées sur le lac. On se dit, mais où sommes-nous alors? Tout ce qu'on fait, pourtant, on avait pris du vin chaud, c'était rien pour avoir des hallucinations.
Alors donc, on fait des choses je pense que Virginie était venue sur le lac comme ça, tu as vu, toi, tu as fait un bout en motoneige, par exemple, tu t'es pas tapé nécessairement tous les mangés de l'ours, je pense. Steak d'ours. Alors, donc, dans ce cas-là, c'était aussi simplement venir déposer des tentes comme ça dans le paysage. Et c'est quand même assez... Il faut monter, il fait froid et on se rend compte ensemble où est-ce qu'on va placer. Vous voyez, on est sur le lac. C'est comme cette belle grande page blanche. L'idée du partage. Et là, au moment de venir mettre les... Alors, le vent est devenu plus fort que nous. Alors, on a assisté à une chorégraphie assez incroyable. Vous voyez, et les tentes faisaient comme une espèce de marquage en culbutant avec le vent. C'était comme des espèces de sigles japonais. Alors, on était là comme tout un peu subjugués, c'était pas du tout ce qu'on s'attendait de faire. On se dit, mais merde, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, surtout, je pense que... Alors, c'était une belle petite danse comme ça qui a duré. Alors, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Vous voyez, pouf, la plupart, c'est avec les raquettes dans la neige, à se retrouver la tête en... Alors, c'est incroyable. Vous voyez les cabanes où est-ce qu'on dort, là, sur le bord du lac. Et on a réussi quand même à en rattraper quelques-unes. Et là, on a trouvé un endroit un peu plus abrité il y a eu un feu dans cette forêt-là. Là, c'est pour ça que c'était la limite entre la fin du feu. On a ces arbres qui sont comme des espèces de pics de grands poils de géants, comme j'aime les appeler. Tout d'un coup, cette forêt, on est venu comme placer cette ligne-là, tout simplement, et on voit un peu l'effet qu'ils ont sur le paysage. Et un des hivers, un de mes copains qui est venu, il dit, Pierre, mais t'es pas tanné de te faire geler comme ça, de faire... alors, on a décidé, c'était les jardins d'hiver, on a décidé de le faire en été. Donc, on a utilisé le même matériel, mais là, c'est en Gaspésie, sur le Saint-Laurent, on les a fait flotter, alors, ça donne, ce qui est assez incroyable, on les a mis comme ça à l'eau à la fin du jour, puis les gens, on a mis une grande table avec le vin et le fromage pour manger, puis on a parlé un peu trop, ils étaient rendus très, très loin. Donc, le reste de la nuit, ça a été à la nage, d'aller rechercher les tentes, d'essayer de les accrocher, mais c'était tellement beau de voir les tentes, les gens, même là, de revenir à tirer. Tu nages avec quelqu'un à côté de toi qui est une espèce de bosse lumineuse, d'espèce de ballon de je ne sais pas trop quoi. Donc, toutes sortes de choses inusitées qui se produisent avec des éléments qu'on n'est pas habitué de manipuler. Alors, on a réussi, on en a perdu encore. Il y en a qui en ont trouvé. Alors, c'est presque des œufs Donc, alors, on change d'échelle complètement. Je vous amène donc je vous parlais tantôt que j'ai travaillé avec les moines pendant 5 années et ils ont un site formidable. Alors, ils ont quitté l'ancien monastère pour plusieurs raisons. Quand ça a été le monastère qu'ils avaient a été construit au milieu du 19e siècle, c'est bien sûr des moines qui sont venus d'Europe pour créer mais ils ont été jusqu'à 250. Ils n'étaient plus que 25. Donc, ils étaient complètement perdus. C'était un grand monastère en pierre qui était très, très difficile à chauffer. Donc, et l'autre chose, c'est qu'au 19e siècle, aujourd'hui, maintenant, il y avait une route extrêmement passante qui était sur le monastère, et c'est quand même des gens, on comprend à les côtoyer qu'ils ont besoin du silence. Et on redécouvre d'ailleurs le bonheur de la vie en silence, d'un moment donné, tout mettre excusez-moi l'expression, à off, et tout d'un coup d'avoir ce temps qu'on a le temps de voir parce qu'il n'y a pas de turbulence autour de soi. Et ils ont choisi, en fait, ils ont acheté un centre de ski de fond, qui est aussi dans Montréal, dans une autre région, et qu'ils ont conservé parce que le ski de fond, ça ne fait pas de bruit, donc ils ont pu aller placer le monastère, mais ils étaient loin de toute route et de source de bruit, donc ils sont allés se placer. Et là, alors, incroyable, parce que donc j'ai côtoyé ces gens-là, ils m'ont amené, puis j'ai découvert toutes sortes de choses incroyables, parce qu'à un moment donné, il y a un moine qui me disait j'ai hâte que mes enfants voient ça. Je dis, vos enfants, c'est nouveau, là, je veux dire, on peut avoir comme ça. Alors, ben là, tu apprends que certains ont eu une conjointe qui est morte, puis bon, en fait, ils sont rentrés. Alors, c'est une communauté où tu as des gens de tous horizons. Et
je parlais avec un, il dit, j'espère que je vais pouvoir faire l'électricité, moi. Il dit, tu sais, je suis un électricien. Alors, il y a donc une communauté de gens qui... Et chose étonnante, dans ces communautés-là, maintenant, les gens, c'est plus comme avant, on ne rentre pas à 20 ans, 22 ans, c'est des gens qui ont 50 ans, qui ont une autre vie, qu'à un moment donné, on sentit un appel. Alors, donc, tu te vois avec des gens qui se réunissent et décident de vivre en commun. Donc, c'est aussi, pour moi, c'était un bel apprentissage. Alors, j'ai essayé, de créer, j'ai regardé les plans, parce que Saint-Benoît avait créé des règles il y a presque 1000 ans de ce que devait être un monastère cistercien. Et j'ai quand même été beaucoup plus respectueux que je le croyais dans la façon de concevoir ce monastère. Donc, au départ, il y avait comme un bras qui sortait, puis là, on sent le préau, la cour qui était là, puis tranquillement, le bras s'est amenuisé. Donc, alors j'ai pu... alors, tous ces dessins-là ont été faits carrément sur le site. Donc, je suis allé faire du camping pour vraiment... C'est un site vraiment incroyable. Et les croquis sont arrivés. Alors, c'était l'idée déjà d'avoir le préau, mais qui ne soit pas complètement fermé, de venir, en fait, une structure enclore la nature qui était là, puis d'avoir un bras qui était celle des retraitants, qui était un petit peu en retrait. Donc, de venir placer le tout et vous voyez un peu que la végétation soit partie prenante aussi, soit végétalisée. Alors, je vous dis, je suis rendu un dessinateur exceptionnel pour un moine. Moins d'une seconde, je peux en dessiner un maintenant. J'ai la silhouette, elle arrive comme ça, instantanément. Alors, je leur ai, voyez-vous, cette idée déjà de séparer les mondes entre l'air public qui est au rez-de-chaussée, celui de l'étage, qui est tout en bois, comme leurs cellules, leur permettre de vivre. Parce que j'ai demandé au Père Abbé, j'ai dit, comment ça vous m'avez choisi? Parce que c'est un concours, en fait, c'est un concours ouvert où il n'y avait jamais eu autant de propositions. C'était même secret, l'incognito. J'ai dit, alors, ils m'ont dit une chose qui est assez étonnante. Ils m'ont dit, vous êtes le seul architecte dans tous ceux qu'on a vus qui avait compris qu'un monastère, c'est une grande maison. C'est pas un beau pavillon universitaire, c'est pas un édifice, c'est le lieu où on habite. Il y a bien des projets qu'on trouve formidables, mais on n'avait pas le goût d'y habiter. Habiter quelque part, c'est quand même... Hein, pour certains d'entre eux, c'est leur vie qui part. Hein. Je parlais avec des gens qui ont passé 50 ans dans un monastère pour sortir 2 fois. Alors, on leur crée un lieu. Alors, on n'est plus habitué non plus au rituel. Hein? 7 fois par jour à l'église, 7 jours par semaine, ça fait déjà 50 fois. Sur une année, multiplié par 2500 fois. Vous imaginez 50 ans. Alors, quand c'était le temps de faire le mobilier de l'église, ils ont dit, il ne faut pas se tromper. Hein? Je comprends. On va prendre notre temps. Alors, je leur ai développé aussi des petits lieux dans le paysage pour leur permettre d'apprécier ce lieu extraordinaire. Donc, je vous montre un peu le processus dans ce cas-là. On ne peut pas le faire pour tous les projets, mais c'était les premières planches qu'on a fait. On revoit le geste des dessins qui est encore là. Pour moi, la maquette est un élément qui a permis et la grande maquette qui était pour la 2e étape du concours. Alors, le toit d'église, bien sûr, qui est le geste. Un peu, vous voyez que certains bâtiments qui s'élèvent et d'ouvrir complètement comme l'église. Alors, j'ai gardé l'orientation telle que le précisait Saint-Benoît, donc l'aile spirituelle, l'aile intellectuelle avec la bibliothèque corporelle. Donc, tout est organisé. C'est vraiment incroyable. C'est un jeu d'équilibre et qui fait qu'on voit des gens extrêmement âgés qui ont l'air encore dans une grande forme. Et l'autre chose qui a été fascinant, c'est les petites cellules que j'ai développées pour elles. Alors, même les retraitants et les moines ont exactement la même cellule. Et ce qu'ils m'ont dit, Pierre, depuis qu'on est déménagé, on est une communauté vieillissante, il n'y a plus personne de malade. J'ai dit, là, c'est quoi? Je ne suis pas médecin, moi, là. Mais il dit 2 choses. Maintenant, on est, bien sûr, dans un bâtiment à l'échelle humaine. J'ai fait le préau, il dit, on se croise tout le temps. Et il dit, on baigne dans la lumière. Et je voyais quelque temps après que pour le système immunitaire, le fait d'être exposé longtemps à la lumière naturelle, ça nous booste, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que dans un pays aussi nordique comme le nôtre, pourquoi, quand je commence avec des clients, je dis, bien là, on cherche le sud, on cherche la lumière. C'est complètement un élément essentiel. Alors,
il témoigne de cette... Alors donc, c'est les premières modélisations, on pensait être en pierre et tout, que les arbres allaient passer à travers la toiture. Donc, je pense qu'il faut aussi lâcher prise. À un moment donné, on s'en va dans une direction, puis on essaie de guider alors, cette forêt qu'on vient envelopper comme ça, l'église qui est tout dans la même essence, qui s'ouvre sur le paysage. Alors, j'ai travaillé auparavant avec un chorégraphe. J'ai fait un studio à Montréal, dans une église que j'ai convertie. Je ne sais pas si ça m'avait prédisposé à en faire une. On la transformait. Et c'est un chorégraphe qui même nous, souvent parle. Il n'y a pas de musique, c'est simplement le pas des danseurs qui crée. Alors, pour répéter, ils avaient besoin d'un lieu. Et j'avais développé ces panneaux qui sont comme ça, qui montent, qui font que les danseurs écoutaient Alors, eux, ils ont été fascinés parce qu'ils chantent. Alors, c'est des gens qui, normalement, leur vie est silencieuse, puis là, ils arrivent dans l'église 7 fois par jour. Ils ont une voix. Alors, avec ça, je leur ai fait comme vraiment presque une salle de répétition. Alors, on voit l'étage Alors, on voit l'église ici, ce que je voyais, la vue, ouverture à l'est, qui est l'essence du monastère cistercien, la grande toiture qui accueille les gens. Et ici, la différence, je l'ai fait simplement sur un seul étage pour qu'on puisse voir à l'intérieur la grande circulation qui maintenant, avec le verre, l'ancien monastère, ils avaient essayé les arcades, mais ils ont été débouchés rapidement. Se promener dans le préau à moins 25, c'est pas l'idéal. Mais aujourd'hui, on a quand même l'alternative que le verre est devenu extrêmement performant. Vous voyez l'étage des cellules qui est ce qu'il y a de plus... je suis venu placer les services, les grandes percées aussi aux extrémités qui fait quand on marche. Et là, à la différence sur la cour, simplement ces petites meurtrières que j'ai jouées de façon très atypique, de façon comme une musique. Alors on se promène, on voit ces raies de lumière là, qui font que le rapport qu'on a, même si on regarde la même cour, c'est tout à coup une vision tout à fait différente du monde qui nous est offerte. Légèrement une petite pente, donc un débord de toit. Près de l'étang. Alors, on est venu. Alors, donc, la pierre a été remplacée par un crépi. Malheureusement, on n'a pas pu sauver les arbres qui devaient passer sur la toiture, mais c'est pas plus mal. Donc, j'ai vécu à Rome pendant une année et j'allais voir, mon Dieu, j'ai comme l'oculus du Panthéon. Et je trouvais ça merveilleux. La pluie, à un moment donné, on arrivait dans l'église, puis la pluie qui jetait sur le parvis. Alors, donc là, ce qui était les arbres sont devenus des oculus et qui marquent le temps. On arrive à un moment donné, on voit cette pluie qui passe à travers et on est venu, cette toiture devient comme un voile la nuit, simplement en l'éclairant, avec d'essayer de travailler aussi l'espèce de finesse, comme la toiture, on ne sait pas trop si ça va pas s'envoler. Alors la rythmique du bois encore, comme chaque cellule est un peu comme une cabane et chaque colonne correspond au mur porteur de Alors c'est pour ça que le rythme est assez serré. Vous avez la fenestration qui vient jouer Alors, il y a un léger angle qu'on a fait aussi pour l'ouverture à l'est qui permet aussi au niveau de l'acoustique de... Donc, vous avez, en fait, c'est tout le passage. On a le tube de bois à l'étage qui fait tout le tour et qui vient ressortir qui passe à travers l'église. Donc, c'est ces deux univers qui sont simplement légèrement décalés, aussi latéralement, qui permettent de créer une terrasse pour chacune des cellules et qui viennent créer le préau. Donc, c'est simplement ces deux couches, une complètement en bois, puis l'autre simplement en crépi. Donc, c'est juste des axements qui permettent de créer ces deux univers très... Alors, on voit maintenant la toiture, chacun avec son petit lieu extérieur, avec la toiture au-dessus qui le protège, qui permet aussi ce lien avec l'extérieur. Donc, on a un jeu aussi qui fait que la structure est parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur, et
La toiture est déposée sur les poutres, mais des fois, dans ce cas-là, elle est un peu en dessous, qui est venu faire une espèce de compression. Donc, on est dans la cour. Et ça, les Japonais excellent dans cette... C'est à un moment donné de nous compresser pour que la cour, qui n'est pas très grande, comme on est compressé, du coup, quand on s'avance, elle a l'air immense. Et j'avais expérimenté, j'ai passé 1 an à Rome, puis j'avais mon atelier puis mon appartement qui étaient contigus. Mais comme il fallait passer, c'était 2 bâtiments qui étaient distincts, il fallait passer sous, percer le mur. Et quand ils ont percé le mur, il restait des éléments de bois qui n'ont pas pu couper. Alors, simplement, quand je passais d'un univers à l'autre, ce que je devais faire, je devais faire ça pour aller dans l'atelier. Alors, je faisais ça. Et là, quand je faisais ça, tout d'un coup, l'atelier me paraissait immense. Et même le rituel, juste de savoir faire ça, je savais que je passais du monde de l'habitat au monde du travail. C'est la même chose quand je revenais. Incroyable. L'atelier semblait, j'avais des fresques au plafond. J'ai dit tout ça pour moi. Ce qui, dans la réalité, n'était pas très grand, mais comme il y avait eu ce moment de compression, il y avait cette espèce de déploiement. Donc, comment on réussit à jouer dans... Et c'est là où je me dis qu'on est près d'un chorégraphe. J'ai travaillé dans le studio où j'ai pu faire des scénographies. Comment, avec des éléments très, très simples, on nous fait ce... Alors, comme il n'y avait pas d'eau, aussi on est loin, puis c'est un bâtiment tout en bois, on a créé un grand... On recueille l'eau des toits qu'on a mis dans un grand bac, qui est simplement de la pierre de rivière qu'on a mis. Et quand il pleut, le bac se remplit, il se vide et tout. Donc, il y a une espèce de temporalité qui est presque comme une marée, qui est associée à ce grand bassin et on a dû jouer un peu avec les niveaux parce qu'en trouvant, l'eau était plus proche. Alors, chaque projet, quand même, mais c'est toujours essayer de préserver l'esprit qui nous animait dès le départ parce qu'un projet, c'est pas statique, hein? Et il arrive des choses, mais ils m'ont appris tout est possible. On faisait le chantier, ça se terminait toujours par un repas. Et c'est incroyable comment des gens comme ça peuvent nous dire, on n'aborde pas après ça un projet de la même façon. Il n'y a jamais eu un point sur la table, des constructeurs, tout le monde. Et ils ont fait à la fin, il y avait un moine qui écrivait 1 page par jour pendant le chantier. Ils ont invité tous les travailleurs et leurs familles, une journée spécialement dédiée avec eux, et ils ont remis à chacun un livre où les noms de tous étaient à la fin, et il s'était organisé pour que chacun ait son nom quelque part dans le livre. Vous imaginez quelqu'un avec sa famille, il fait ça, il se fait remettre un livre, puis il dit, on parle de moi à la page 242, j'ai fait telle chose. C'est incroyable, quelqu'un qui prend le temps. Alors, on a comme ça un projet qui s'est étalé, comme je vous dis, c'est 5 ans de ma vie, mais tout ce que j'ai appris, c'est incroyable. Des gens qui vont très, très lentement. Il y en a un qui, c'est quand même formidable parce que on les voit partir en jogging, ils font du ski de fond, il dit, savez-vous, il dit, nous, on est des gens dans le moment présent. On n'a pas à se préoccuper où on va dormir ce soir, si on va manger. Donc, c'est des gens aussi qui ont une espèce de disponibilité en même temps qui est incroyable. Tu les vois, tu t'arrêtes dans un lot, on va aller. Ils font signe parce qu'on ne peut pas parler dans l'espace. Ouais, j'ai ça à vous dire. C'est une espèce de dialogue incroyable que c'est. Alors, j'y vais plusieurs fois par année. Maintenant, je suis comme un peu... D'ailleurs, l'année dernière, un peu nostalgique, j'ai fait un projet avec mes étudiants. Le programme, c'était un monastère. Donc, ils nous ont invités, tous les étudiants. On était là pendant quelques jours. C'est incroyable. Hein, donc, vous voyez comment d'un côté... Alors, on entre dans ce lieu-là et tout d'un coup, on est imprégné. C'est fou, hein? S'il y a une vibration... alors, c'est ça. À un moment donné, un projet nous dépasse. On a l'impression que c'est pas... qu'on l'a fait, mais qu'est-ce qui devient un peu... alors, comme je disais, tout le mobilier qu'il a fallu dessiner dans ces... mais c'est incroyable. On a fait tout en prototype. On a tout testé. Alors, il y en a un qui me disait, je revenais, des fois je couchais là, puis le lendemain matin, j'arrivais, il y avait déjà, tout était annoté, les points en rouge, j'avais tout mesuré.
Mais j'ai dit, elle a fait ça quand? Oh, ben moi, je me lève à 2 heures tous les matins. Alors moi, le pauvre qui a de la difficulté à me lever à 8 heures, j'étais toujours un peu décalé, mais c'est incroyable. Alors, je leur ai créé aussi cette petit cocon moustiquaire, donc ils en ont certains qui sont cachés un petit peu. Alors, ça divise entre l'aile des retraitants et l'aile des moines. Donc, c'est la zone où ils peuvent se côtoyer, mais où chacun a sa place. Alors, le monastère est redevenu très... La nature aussi a repris son lit. Alors, ils ont même récupéré, j'ai trouvé ça au début, mais du mobilier de l'ancien monastère. Et c'est quand même une coexistence. On sent comme le temps n'a pas été complètement balayé là, avec... Donc, je termine, parce que là, je vois, je sais pas si c'est peut-être déjà trop... Alors là, je travaille sur un autre projet complètement différent, qui est une centrale hydroélectrique à Val-Jalbert. C'est un site aussi, et je ne vais pas prendre trop de temps, mais le Québec s'est développé comme ça au début du 20e siècle. On a harnaché des rivières comme ça qui produisaient de l'énergie pour aller faire du papier, Et c'est un lieu au début du 20e siècle qui était extrêmement... On avait l'électricité, on avait tout, des rues organisées. Les compagnies arrivaient, et avec le crash de 1930, tout s'est arrêté. Et il s'est devenu comme une espèce de ville fantôme. Ils n'ont pas détruit, mais la nature a repoussé à travers les maisons en bois. C'est quand même assez incroyable. Alors, c'est un lieu qui est visité maintenant. Et ils ont voulu refaire une centrale. Alors, vous voyez le site au début du 20e siècle. Alors, tout était à cheval. Ils venaient s'installer. Ils coupaient tout le bois. Ça a complètement changé aujourd'hui. Alors, l'idée, c'était... Dans ce cas-là, pour nous, ils voulaient qu'on vienne s'accoler à l'usine qui était là initialement, mais je leur ai plutôt j'ai dissocié la centrale, et au lieu de faire simplement une centrale, c'est là aussi, je pense que notre travail de valeur ajoutée, mais j'ai dit, on pourrait faire un belvédère quand même. Alors, c'est comme Charlie, où est la centrale? Personne ne va la voir. Ça devient une espèce de belvédère, et avec un jeu de passerelles où on est autour, comme une espèce de pot qui est un peu comme une cabane qui vient Donc, on voit la rivière de proche, de loin. On vient circuler autour de cette centrale qui n'a pas... un petit gradin pour pouvoir observer la chute qui est Et ensuite, une passerelle qui va passer dans les salles des turbines pour montrer aux gens comment se fait l'électricité. On a la chance de pouvoir en produire beaucoup de cette façon-là. On n'a pas de nucléaire, donc simplement une plaque avec la rivière qui est... on voit les escaliers qui est... Donc, un jeu... Alors, donc, la ville, la campagne, je vais m'arrêter là. Donc, ce sera tout pour ce soir. Merci. Merci Pierre. Simplicité, rigueur et beaucoup de générosité. C'était un vrai bonheur. Partagé, je crois. Et ce que je vous propose maintenant, c'est s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Voilà, on a fait en face de nous un architecte de grande valeur, de grand cœur, mais aussi un enseignant, un passeur. Donc, passez les questions, je passe le micro. Allez, qui se lance? On va allumer les lumières. Oui, moi j'aimerais poser une question. J'espère que je ne vous ai pas endormi. On avait choisi 3 étudiants pour partir à Laval, à Québec. Et puis, ils ont été refoulés parce qu'en ce moment, il y a des campagnes politiques très fortes. Et il y a dans la rue, chez toi, des milliers de jeunes qui font beaucoup de bruit avec des casseroles, ce que je trouve pour ma part remarquable. C'est festif, et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Les 3 étudiants? Ils sont là? On l'a 2, voilà. Dès mon retour, je vais parler à la direction pour voir s'il n'y a pas moyen de... Je comprends pas qu'on refuse
des gens comme ça. Parce que c'est l'argument qu'on nous a donné, c'est que il ne serait pas pris à cause des événements, etc. Bon, tu peux éventuellement poser la question? Oui, non, mais formidable. Georges, on reste en contact. On reste en contact. Non, mais c'est quand même un moment assez particulier qui, moi, me ravit quand même. Parce que je trouvais que les jeunes n'étaient plus sur la place publique. Et là, tout d'un coup, on les voit, c'est incroyable. Ils ont 19, 20, 21 ans, ils tiennent tête, on les voit dans les médias. Alors, à travers, bien sûr, les frais de scolarité, on a déjà au Québec les frais de scolarité les plus faibles en Amérique du Nord. Mais je pense que ça montre que l'éducation est une priorité. Je pense que ça, c'est plus symbolique que l'argent qui est en jeu. Et on dépense d'un côté à acheter des jets à coups de milliards, puis on coupe pour... donc, je pense qu'il y a un déséquilibre dans les valeurs de notre société. Je pense que les jeunes sont là pour nous le rappeler. Et ils le font d'une façon, je trouve, assez élégante. Et maintenant, il y a eu des journées à Montréal, des centaines, de 200-300 000 personnes. Et ils ont amené avec eux des familles, tout ça. Donc, on part... Et il y a eu une période très courte où il y a eu un peu de casseur, mais maintenant, comme c'est la casserole, le côté festif, alors là... il n'y a pas le coup de rien briser. Donc, les gens partent de chez eux, c'est tellement beau. Ils se rejoignent au coin de la rue, tout le monde arrive avec ses casseroles, puis d'un coup, le défilé part. Et il y a une espèce de désir encore, comme je dis, d'être ensemble, au lieu d'être chacun perdu dans son... il y a un lobbying de casseroles là derrière. Il y a un lobby, un gros lobby. On est en mai. On est en mai 2012. Alors, mais c'est vrai qu'il fait beau, c'est agréable, ça crée, il y a des espèces de rythmique. Il faut voir défiler ça, là. Hein? C'est une espèce d'appel. On dit, ouais, la vie, quand même, c'est pas juste faire de l'argent, d'être hyper productif, et c'est aussi échanger, vivre ensemble. Comme ça, c'est enregistré. Okay. Bonjour. Bonjour. Merci, parce que c'est un discours qui est assez rare, déjà sur le discours sur le temps que vous avez et sur le fait de prendre son temps. C'est quelque chose que malheureusement on vit de moins en moins, et c'est vrai que replacer ça dans le discours architectural, c'est quand même assez rafraîchissant. Mais j'ai une question par rapport à ce que vous dites sur l'espace. Vous en parlez très bien par rapport à ce que vous faites avec vos étudiants en allant à Tokyo pour remettre les choses en place par rapport aux petits et aux grands espaces. Mais à la fois, c'est une question moi, qui me gêne et qui m'intéresse à la fois. C'est que, est-ce que l'homme est à sa place dans des grands espaces, comme des maisons individuelles, isolées de tout, où en fait l'homme devient un intrus quasiment? Je répondrai de deux façons. C'est ce que j'aurais aimé ce soir que je ne vous ai pas présenté, parce que là, j'ai investi la ville... beaucoup plus, mais les projets j'aime bien présenter pas seulement des images virtuelles, mais la réalité. Donc, je travaille sur un projet, vous avez probablement ici, de cohabitation. Donc, 40 familles qui ont décidé ensemble, et j'ai retrouvé un peu l'esprit du monastère avec ça, donc, qui ont décidé de prendre une parcelle en ville et de mettre en commun des espaces. Donc, on a créé un peu l'idée de la cour intérieure. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et là, c'est là qu'on voit que c'est possible de transposer ça aussi dans la ville. J'ai fait quelques maisons comme ça pour des parcelles dans des ruelles, parce qu'on a à Montréal la ruelle derrière, et je suis venu placer. Et là, on se met en connexion avec le ciel. C'est la terrasse sur le toit qui permet d'avoir accès. Donc, je pense que, et c'est ce que la ville devient un paysage pour moi, là. L'idée, c'est pas nécessairement d'aller tous s'isoler, puis ça, c'est pas... si on pourrait pas avec la population qu'on a. Donc, c'est des exemples, j'ai la chance de le faire pour certaines personnes, mais si on le regarde à grande échelle, c'est pas quelque chose qui est possible. Mais je pense que d'avoir fait ça de façon isolée dans la nature, ça me donne la même liberté quand j'arrive en ville. Et je me dis, oui, la terrasse qui va être là, elle va être orientée, on va aller chercher le sud aussi, il y a l'arbre qui est là. Quand j'habitais à Rome, j'avais dans mon atelier un immense arbre, mais l'arbre, il ne servait pas juste à moi, il servait à tout le monde qui était dans la rue autour. Donc, c'est comment aller chercher un élément qui changeant l'arbre, que ses feuilles, que pas, et qui devient une espèce d'élément d'ancrage, puis d'aller chercher de la fenestration assez haute qui va permettre de voir le ciel à un certain moment donné. Parce que ce que j'ai appris à travers ça, à travers ma rencontre avec les moines, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a oublié dans notre vie, qui est la contemplation. J'ai découvert ça, c'est ce que je fais le week-end. Mais on peut le faire en ville, là.
C'est simplement qu'on ne s'arrête pas. Alors, moi, j'ai un mécanisme qui me fait que quand j'arrive là, je sais que mon corps sait que quand j'arrive là, on déconnecte tout, on débranche tout, d'un coup, on vient. Et c'est ce que les moines nous disent, c'est des contemplatifs. Tu dis, mais ces gens ils ne font rien. Non. La contemplation, c'est aussi ce que j'ai appris, parce que j'ai fait des séjours avec les moines, ils m'ont appris. Au début, je pensais que la contemplation, c'était de regarder juste le paysage. C'est ce que je faisais depuis mon enfance. Mais la contemplation, c'est aussi se contempler. C'est-à-dire voir en dedans de soi, qu'est-ce qui est notre monde intérieur, qu'est-ce qui est important pour soi. Puis pourquoi on est là? Donc, alors là, si on commence à se poser ce qu'on veut, ce qui est important, c'est contempler l'autre. La personne avec qui on travaille, la personne qui... ses enfants, ses étudiants. Et voir dans ça, on parle d'empathie. C'est quoi ces gens-là? Alors, c'est au-delà de l'architecture, mais pour faire une architecture qui, pour moi, est pertinente, c'est un regard sur la vie. Alors, donc, c'est pour ça que c'est, je pense, un peu une attitude puis un état d'esprit qui va au-delà des grands espaces. Le grand espace, à un moment donné, on l'a dans sa tête. On a la liberté. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En fait, pas vraiment, mais c'est pas très grave, c'était très intéressant aussi, mais c'est juste très 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 terre à terre comme question en fait. C'est juste que à tous vivre loin d'un centre-ville, aujourd'hui, alors que l'architecture se pose en plus de ces questions-là, des questions économiques et énergétiques, à tous vivre loin d'un centre-ville, on consomme beaucoup, on est isolé, donc quand on se chauffe, on se chauffe uniquement soi. Et en plus, cette empathie, quand on vit tous dans des maisons individuelles, elle n'existe plus. La société se délitère complètement. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, j'aurais pu continuer. J'aurais pu continuer avec. Et c'est pour ça que, effectivement, je suis conscient de ça. Et c'est pourquoi le travail que je fais actuellement se réoriente davantage vers la ville. J'ai eu besoin, comme je dis, de faire ça pour arriver là. Parce qu'on sait que c'est pas... Mais ça va au-delà, comme je dis, des gens décident de partager des choses aussi. L'habitat lui-même est plus petit. Donc, c'est une façon, et je pense que d'avoir vu une communauté qui fonctionne, je pense qu'on est allé trop loin dans l'individualité. Je lisais dans Le Monde, je suis arrivé dimanche, là, il parlait d'un article de fond incroyable sur les gens qui vivent dans des pavillons en France. Je pense que c'est 40% de la population. Ces gens-là sont isolés, ils font de la bagnole, ils connaissent personne. C'est l'horreur. Hein, mais les banques, tout le monde vend ce modèle complètement ridicule. Alors, moi, mon agence est en ville aussi, dans le quartier. Alors, tous mes collaborateurs, ils viennent à pied, parce qu'ils habitent dans les quartiers qui ont été faits dans les années 20, dans les années 40, où on avait une certaine densité. Mais on a une grande terrasse sur le toit, où on a une silhouette sur la ville qui est aussi magnifique que regarder un paysage naturel. Alors, je pense que c'est ça, là. Et la vie, c'est effectivement, c'est le plaisir de... Dans la vie, j'habitais à Rome, j'habitais à Paris, le plaisir d'être dans la ville, et c'est ça. C'est ce que je fais avec mes collaborateurs et ce que j'essaie depuis. Je suis à pied de l'école, puis j'habite tout proche. Donc, je pense que j'ai le même batavus exactement que Georges, exactement le même vélo. C'est ça aussi. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre cette notion que, en créant, je dis ce mot-là, c'est un peu des espaces agréable à la vie, que ce soit en ville, que ce soit partout, on a cette capacité. Et c'est ce que mes étudiants ont appris, je les ai amenés à Tokyo, je ne les ai pas nécessairement amenés, je ne les amène pas toujours dans la nature, en disant, c'est possible de vivre dans 40 mètres carrés, de faire quelque chose d'extraordinaire. Hein? Les étudiants avaient fait la maquette d'un projet qui pensait en disant, on était à plus de 20, on n'entrera jamais. On est rentré, par exemple, dans l'atelier de Bauer, où les gens ont dit, mais c'est une cathédrale ici. Comment le génie humain permet d'utiliser l'espace d'une façon efficiente. Faire une maison de 100 mètres carrés à la nature, le faire en ville, c'est possible de jouer, d'aller chercher. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de terrains fertiles et on est des gens, je crois, les architectes, on est des gens chanceux. Ben, j'espère qu'on n'attendra pas 7 ans. Alors, hein?
on va se revoir. Alors, je te prête ma cabane, pour que tu puisses venir contempler un peu. Merci Pierre et continue. Merci.